Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont témoignages inspirants et bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'accueille Marine pour un épisode sur le thème Réussir sans s'épuiser. Bonjour et bienvenue, Marine. Bonjour Lucie, tu vas bien? Mais oui, super, toi aussi. Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir et merci de m'avoir proposé cet épisode sur cette thématique qui colle parfaitement au thème 2026 du podcast, qui est redéfinir la réussite. Avec grand plaisir. Ben, moi, j'adore quand on peut parler de tous ces éléments, surtout quand on est entrepreneur, surtout quand on est une femme. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets un peu, pas tabous, mais qu'on édulcore beaucoup. Et j'aime bien souvent moi, prendre la parole sur ce sujet. Donc, merci de me donner la voix sur ton podcast. Avec plaisir. Je te laisse te présenter en donnant ta qualité principale, s'il te plaît. Ouais, alors je trouve que c'est très compliqué comme question, très honnêtement, parce que on a plus tendance à chercher le côté négatif plutôt que le côté positif. Mais c'est vrai que je dirais que ce serait la détermination. Alors je sais pas si c'est dû à mon signe astrologique parce que je suis bélier et que du coup je fonce dans le mur même s'il faut foncer dans le mur, ou si ça vient de mon éducation et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Vraiment, il faut que ce soit fait pour la veille. Donc, il y a des projets qui, Ok. sur le papier, devraient te prendre 2 semaines. Ben, moi, ça va me prendre 3 jours parce qu'il faut absolument que ce soit fait. Sinon, je ne Ok. me repose pas. Sinon, ça me sort pas de la tête. Voilà. Donc, je dirais que ce serait la détermination. Et pourquoi est-ce que je le prends comme exemple? Parce que en fait, très rapidement, sur le papier, quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais elle est complètement barjo. Et ce serait limite presque un défaut. Mais moi, je le vois plus comme une qualité dans le sens où ça m'a vraiment permis d'atteindre les objectifs que j'avais et d'être où je suis aujourd'hui. Donc, même en tant qu'entrepreneur dans mon business, plus d'une fois, avec des statistiques, des résultats, des choses sur le terrain, bah, parfois, tu as envie d'abandonner. Ça m'est aussi beaucoup de fois arrivé, mais en fait, ma détermination ne me le permet pas, en fait. Donc, psychologiquement, je dois aller au bout. Donc, je le mettrai plus comme une qualité dans ce secteur-là. Hmm. Et est-ce que du coup, justement, cette qualité de détermination, tu sais, dans l'entrepreneuriat, parfois, on reste souvent sur la phase projet, réflexion, etc. Est-ce que tu le vois aussi comme une qualité parce que tu as cette capacité, cette facilité en tout cas, à passer à l'action? Complètement. Alors moi, c'est simple, un projet, s'il passe sur le papier, déjà, c'est un miracle. C'est qu'il faut que D'accord. je vide mon cerveau, parce que sinon, généralement, je connais déjà bien mes processus et je sais où je vais. Donc, c'est assez rare. Au début, oui, je posais tout étape par étape. Maintenant, dès que j'ai quelque chose à mettre en place, en fait, ça reste pas sur le papier, c'est impossible. C'est-à-dire que si le matin, je le pose sur le papier, l'après-midi, je suis déjà en train de passer à l'action. Hmm. Oui. Bah, dans ce côté-là, je pense que c'est une vraie qualité, en tout cas pour l'entrepreneuriat, de pas rester sur des trucs un peu fictifs. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Quel type d'élève tu étais? Est-ce que tu aimais apprendre? Mhm. Alors moi, j'étais une élève très timide. Je pense que je le suis toujours un peu d'ailleurs, faut dire la vérité. Ok. J'étais ce genre d'élève où si tu me poussais pas à prendre la parole, je prenais pas la parole. Je voulais jamais Hmm. être au premier rang. J'étais toujours au fond de la classe, non pas pour chahuter, mais en fait parce que je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas qu'on me remarque. Ok. J'ai toujours aimé l'école par contre. C'est pas quelque chose qui me. J'ai toujours aimé apprendre. J'étais plus ou moins bonne élève. Je savais ce pourquoi j'étais là et en fait, je savais qu'il fallait absolument que je le fasse. J'avais pas le choix. Donc, j'étais pas du tout dans une lutte de me dire, oh là là, il faut aller à l'école. Non, non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que je me cachais beaucoup. Je ne voulais pas qu'on me voie. Pour la petite anecdote, en primaire, quand les professeurs me demandaient de prendre la parole ou même de réciter une poésie, en fait, je pleurais. Je n'avais pas envie. C'était Ok. tellement une charge émotionnelle de prendre la parole en public, mais rien que de lever la main pour participer, c'était horrible. Donc en fait, dans tous mes bulletins scolaires, tu as élève appliqué, élève soigné, mais c'est dommage parce qu'on ne l'entend jamais. Voilà. C'est drôle parce que bah, aujourd'hui, toi aussi, tu animes un podcast Complètement. et voilà, tu prends la parole. Comme quoi, je pense que bah, voilà, on n'est pas forcément cantonné à ce qu'on écrit sur nos bulletins scolaires. Donc, c'est un super exemple. Complètement. Après, il y a aussi, tu vois, ce truc où je le sais où est-ce que je le fais aussi, tu vois. Euh,
quand je prends la parole, généralement, il y a ce truc où je me sens quand même un minimum en sécurité, où je connais mon audience, où je sais qui est face à moi, tu vois. Donc, je m'expose au jugement sans trop m'exposer. Alors que à l'époque, je sais pas, il y avait toujours ces trucs de est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais dire quelque chose que je dois pas dire? Est-ce que je vais me tromper? Et du coup, en fait, ben, je pense que ça faisait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je créais des boules de neige toute seule. Parce que dans le fond, il m'est jamais rien arrivé. Mais ouais, j'avais très peur. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, cette peur, elle m'a suivie pendant très très longtemps. Mm. Est-ce qu'il y avait un métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? C'était quoi ton métier de rêve? Je voulais être pédiatre. Rien à D'accord. voir. Rien à voir. Je voulais être pédiatre. Mais très rapidement, c'est parti aux oubliettes. Mais pendant très longtemps, pendant au moins 10 ans, je disais à mes parents, moi, je veux m'occuper des enfants, je veux prendre soin d'eux, je veux être là, je veux pouvoir les aider au maximum. Bon, et il s'avère que je ne fais rien de tout ça. Mais ouais, c'est marrant comme depuis toute petite. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais et comment t'en es arrivé à ton activité actuelle? Ouais. Alors moi, aujourd'hui, du coup, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. Et du coup, je suis également podcasteuse et je suis mentor dans le mentorat C2H, qui est du coup mon accompagnement sur 6 mois. Et l'objectif, en fait, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à développer leur business en ligne à travers des stratégies de contenu et des stratégies de vente sur les réseaux sociaux, que tu souhaites te montrer ou pas d'ailleurs, attention. Oui. C'est important de le dire. Et comment j'en suis arrivée là, ça m'est en fait, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat m'est un peu tombé dessus parce que c'était Ok. absolument pas du tout dans mes projets de base. Je n'ai jamais rêvé l'entrepreneuriat, jamais. Quand bien même mon père avait une entreprise, pour moi, c'était presque en fait un monde qui m'était méconnu, quoi. Et avec le temps, j'ai commencé dans le salariat très très peu de temps. Et en fait, il y a eu, j'ai vécu un décès dans ma famille qui a été assez brutal. Et en fait, j'ai pas aimé comment la situation a été gérée. J'ai pas. Ah, Je sais pas, il y a eu un truc où je me suis dit non, pas du tout. Et à côté de ça, ben, j'apprenais que la personne qui était décédée avait fait des trucs de fou dans sa vie, alors que j'étais moi-même pas au courant, puisque du coup c'était ma tante qui était handicapée moteur et qui a fait 1 milliard de choses qu'elle ne nous racontait pas. Euh, ok. et en fait, du coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Une personne qui est en fauteuil roulant, qui arrive à faire autant de choses comme elle l'a fait, par exemple. On a su après son décès que elle avait créé une cagnotte pour sauver la vie d'une petite fille, pour qu'elle puisse se faire opérer. Et du coup, elle avait fait en sorte de créer cette cagnotte pour l'aider un maximum et qu'elle puisse subir cette intervention. Et nous, ça, on l'a jamais su. Et Hmm. en fait, quand je me suis dit, mais comment une femme comme ça qui sur le papier en fait est complètement n'a pas les mêmes capacités que nous, elle va beaucoup plus lentement, mais elle a passé son permis, elle a eu un enfant, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Je me suis dit non mais attends, pause. Moi j'ai peur, moi j'ai peur alors que elle est capable de le faire. Et du coup c'est Hmm. comme ça qu'en fait quand je suis rentrée au Portugal, je me suis dit ok, là il y a plus de place de je le ferai demain ou je sais pas en fait de quoi il fait demain. Donc c'est comme ça que du coup je me suis dit il faut que je crée mon truc. Et à l'époque j'avais déjà mon blog. Et du coup, très rapidement, mon blog, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime faire. On y va. Et du coup, l'un dans l'autre, une opportunité est apparue. Parce que je pense que du Ouais. coup, je l'ai aussi provoqué et je l'ai aussi vu comme ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en tant que freelance il y a 7 ans. Ok. Et tu as commencé dans quel secteur en tant que salarié? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, je faisais surtout du marketing et de la gestion de communauté Ok. pour un grand groupe. Et en fait, je suis restée 8 mois. 8 mois, ouais. Il faut savoir que quand tu es au Portugal et que tu parles français, tu gagnes aussi très bien ta vie. Donc moi, je gagnais relativement bien ma vie. J'avais une sécurité qui était top. J'avais créé la vie que je voulais créer, quoi. Et au final, je me suis dit non. Humainement parlant, en fait, c'est pas possible. J'arrive pas. Et du coup, du jour au lendemain, je suis partie. Hmm. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier d'aujourd'hui que tu aimerais déconstruire? Parce que le podcast est aussi, voilà, dépasser les idées reçues qu'on pourrait avoir. Donc, Que c'est facile. Et que c'est fait pour tout le monde. Les deux. ah,
Alors moi, je prône beaucoup le fait que j'aime les choses simples. Donc moi, quand j'aime dire à ma communauté, si c'est difficile, je ne fais pas. Par contre, être entrepreneur, c'est pas créer un compte Instagram, créer une offre et se dire, bah tranquille, je vais vivre ma plus belle vie. Non. L'entrepreneuriat, c'est pas le chemin le plus facile. J'aime bien, il y a une image qui m'a été donnée il y a pas si longtemps par un professionnel de santé qui me disait que les gens qui sautent en parachute, ils ont deux parachutes. Ils ont le principal et ils ont celui de Oui. secours. Moi, ça, je savais pas. Et lui m'a dit, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est simple, t'as sauté, mais t'en as qu'un seul. T'as que le principal, tu n'as pas celui de secours. Mm. Et quand on m'a dit ça comme ça, je suis en mode, ouais, mais c'est vrai, je n'ai pas de secours. Donc, j'ai pas envie que les gens pensent que c'est un chemin qui est facile parce qu'il l'est pas. C'est vraiment les montagnes russes au quotidien. Mais quand je parle de montagnes russes, c'est pas pour faire genre, ah, ouais, tu vis 1000 trucs. Non, non, pas du tout. C'est qu'un matin, tu peux te réveiller au taquet, puis avoir un email qui te met dans le down et du coup te dire, mais pourquoi je fais ça? Et puis passer 2 heures sur un outil à t'énerver toute seule parce que tu as un problème technique. Et puis terminer ta journée avec une trop bonne nouvelle. Et au final, tu te rends compte que sur 5 8 heures de travail, t'as été heureuse, t'as été frustrée, t'as été triste, t'étais au bord des larmes, t'as été très énervée. Et à la fin de la journée, quand ça arrive, t'arrives à bien terminer la journée. Donc en fait, je pars du principe que il faut être prêt à se dire que ça va pas être linéaire. C'est pas. En fait, moi, j'aime bien partir du principe que toutes les activités ont c'est lot de difficultés. Mais quand tu es salarié et que t'as pas envie, bah tu te mets derrière ton ordi probablement. Tu peux faire limite un peu semblant de travailler, même si tu travailles peut-être 1 heure sur les 8. Mais à la fin du mois, bah, tu as quand même ton salaire. Ton boss, il saura pas Oui. que tel mardi, t'as pas eu envie de travailler, quoi. Quand tu es entrepreneur, t'as pas le choix. Tu peux pas faire ça. Et c'est ça, en fait, la plus grosse difficulté, je trouve. C'est qu'aujourd'hui, tout est très édulcoré sur les réseaux de te dire, ah, mais c'est facile, tu vas sur ChatGPT, tu crées un e-book en 5 minutes et puis tu le vends à je sais pas combien de personnes et puis tu verras que tu gagnes 3 000 € par mois. Non. Je suis désolée de casser l'ambiance, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est de là aussi que vient le deuxième point où tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, selon moi. Ok, Il je veux bien que tu faut... développes cette idée, parce que je pense Ah qu'elle ouais. est très intéressante pour Ouais, bien sûr. l'audience. Bien sûr, avec grand plaisir. En fait, pour moi, il y a pas un profil type d'entrepreneur. Mais en fait, il faut certains cadres et il faut une certaine discipline. Et il faut avoir la possibilité aussi, la capacité de se dire, tout va dépendre que de moi et je suis le seul à pouvoir prendre ce type de décision. Et pour l'avoir vu autour de moi, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité-là. Alors, ça veut pas dire qu'ils en ont pas d'autres, mais ils n'ont pas cette capacité de se dire, il faut absolument que je travaille aujourd'hui. Donc, il faut que je me pose un cadre. Donc, il faut que je me pose une routine. Donc, il faut que je me pose un rythme. Donc, ça va être des gens qui vont se dire, bon, bah, je vais dormir jusqu'à 14 heures. Puis je vais travailler de 14 à 16 et puis à 16, je vais aller boire un verre avec des amis. Alors oui, sur le papier comme ça peut très bien fonctionner, mais pas au début. Au début, ça, ce rythme-là ne fonctionne pas. Et il y a d'autres personnes aussi qui n'aiment pas le rythme d'un entrepreneur, qui veulent avoir les week-ends complètement tranquilles, avoir le cerveau qui est complètement débranché et de se dire, bon, ben, en fait, c'est pas de ma responsabilité, j'arrive en entreprise, on me dit ce qu'il faut que je fasse, on me dit l'objectif, moi je l'atteins, et puis après, le vendredi soir à 18 h, je ferme, je coupe, c'est terminé. À lundi, quoi. Et moi, c'est pas mon fonctionnement, mais je connais des gens de mon entourage, c'est leur fonctionnement de se dire j'ai besoin de sortir de la maison, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'avoir mes week-ends tranquilles, j'ai besoin de savoir que je peux partir en vacances tranquillement et que tout ne dépend pas que de moi. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Et autant, tu vois, je nuance toujours sur ce côté-là, euh, tu vois, de démarrer très tôt le matin, etc. Il y en a qui vont se lever à 14 heures et qui vont bosser de Complètement. 14 heures jusqu'à plus tard le soir. Et Complètement. voilà, qui vont, c'est leur rythme à eux. Mais effectivement, je te rejoins complètement cette notion de cadre. Moi, j'appelle ça aussi la responsabilité, parce qu'en fait, on Mm. est responsable hein, de ce qu'on veut créer. Complètement. Mais Complètement. Après, c'est pas du tout une question d'horaire. Tu vois, là, non, j'ai donné justement cet exemple pour montrer qu'au final, sur ce type de journée, il n'y a que 2 heures de travail. ouais, Parce que moi, tu vois, plus d'une fois, ça m'est déjà arrivé de vouloir rester au lit jusqu'à 11 heures et de me dire, bon, bah, de 11 heures jusqu'à
22-23 heures, je sais que je serai en train de travailler, mais en fait, Ouais. tu sais pourquoi tu signes et puis Oui, tu crées aussi toi ton propre rythme. À l'inverse, tu vois, tu as certaines personnes qui vont se dire, bon, ben, je suis full libre, je fais ce que je veux. Sauf que oui, tu fais ce que tu veux, mais oui et non, quoi. ouais. Là, en tes 7 ans d'entrepreneuriat, par Mhm. quelles étapes tu es passé? Oh, par tout, hein. Par toutes. Par l'euphorie du début, par la frustration de certains projets aussi, par la déception de devoir fermer certains projets parce que ce n'est plus aligné, et puis par l'euphorie à nouveau d'avoir de nouveaux projets. En fait, quand je parle de montagne russe, c'est montagne russe tous les jours, mais c'est aussi toutes les semaines et c'est tous les mois et c'est tous les ans. En fait, c'est décuplé pour moi. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est presque un accélérateur de vie. Moi, Mm. je le vois, je me connais tellement bien maintenant, mais si j'avais su pourquoi je signais de base, je sais pas si j'aurais signé, tu vois. Donc, je dirais par toutes les étapes, dans le sens où il y a son lot de difficultés, mais il y a son lot de réussite aussi. Euh, et à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, bah après, en fait, il y a des obstacles, on en a tout le temps. Mais vu que tu sais pourquoi, il y a la motivation et du coup, tu avances quand même. Donc, je dirais qu'en 7 ans, j'ai vécu beaucoup d'étapes en tant que... J'ai commencé en tant que prestataire de service, ça a grandi, j'ai développé une agence, ça a grandi, j'ai fermé mon agence, j'ai créé la But First Academy, ça a grandi, j'ai développé mon personal branding. En fait, c'est vraiment par étapes, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que je pense que si on m'avait dit au début ce pourquoi je signais, en fait, j'aurais eu trop peur et je pense que j'y serais pas allée, honnêtement. C'est très honnête comme Ah, partage. mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise parce que c'est pas évident, tu vois, de... En fait, après, moi, je prends mon exemple à moi en tant que timide et en tant qu'introvertie et la Ouais, personne, tu vois, qui... Mais forcément, c'est pas évident de s'exposer au jugement des gens, c'est pas évident de s'exposer sur les réseaux, c'est pas évident de créer du contenu. En fait, on nous a pas appris, tu vois. oui, Moi, on m'a jamais appris à gérer une entreprise. Jamais. On m'a jamais appris à devoir prendre des décisions et à savoir quel est le meilleur objectif ou du moins quel est le meilleur chemin. Tout est toujours en phase de test, tout est toujours en phase de laboratoire où il faut tester, il faut approfondir, il faut perfectionner ou même il faut le supprimer. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée en tant que freelance, j'avais pas les réseaux, personne ne savait, même pas mon entourage, personne. Personne, personne, personne. Je ne voulais pas faire jouer mon réseau. Il y a aujourd'hui des gens qui savent même pas que je suis entrepreneur, ok. tu vois. Donc pour moi, en fait, c'était un peu comme ma bulle, c'était un peu comme mon sas, tu vois. C'était mon truc à moi et je voulais pas que les gens le sachent. Et puis après, le projet a grandi et oui, j'ai dû m'entourer, mais je me suis entourée du calme. Genre, c'est pas Marine, c'est la fondatrice de l'agence, de trucs. Et puis au final, après, je me sentais un peu bridée parce que bah, travailler avec des grands groupes, c'est travailler avec des gros briefs, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de Oui, pression. Et en fait, ça bridait moi ma créativité, sauf que de base, moi j'avais un blog et je créais du contenu, même si les gens savaient pas que c'était moi. Bah, moi, j'aimais profondément ça. Et c'est comme ça que du coup est née la But First Academy, de me dire, bah en fait, c'est très cool de travailler avec des grands groupes, des grands comptes, des entreprises que tout le monde connaît. Alors oui, c'est génial, hein. Mais moi, j'ai aussi envie d'aider des entrepreneurs qui vont avoir la même réalité que moi parce que bah, je me sentais très déconnectée de la réalité. Moi, autour de moi, j'ai pas d'entrepreneur, à part mon père qui est chef d'entreprise, mais on n'est pas du tout du tout dans les mêmes secteurs d'activité. Donc, oui, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, mais dans le fond, je me retrouvais jamais trop réellement dans la réalité du digital. Et puis après, bah, tu te retrouves à te dire, bon, bah, un deuxième projet, quoi. Quand je lance la But First Academy, tout le monde me dit, mais Marine, c'est une tellement mauvaise idée, t'as déjà pas le temps, t'en peux plus. Enfin, je veux dire, tu te rends compte de tout ce que tu vas faire, mais ça va jamais marcher. T'as jamais été sur les réseaux. Enfin, je veux dire, mais quelle idée, quoi. Et j'étais en mode, non, mais les gars, j'y vais quand même, en fait. Au pire des cas, au pire des cas, ça marche pas. ouais, Et, exactement. et au final, ça s'est développé. Et l'un dans l'autre, les gens, quand ils achètent des produits en ligne, ils achètent aussi un peu ta personnalité, tu vois, tes Ah oui, valeurs. complètement. Et du coup, ben, l'un dans l'autre, moi, ma communauté commence à me demander, mais nous, on veut savoir un peu comment ça se passe, tes journées, comment tu vis, comment tu t'organises, comment tu penses tes stratégies. Et c'est de là qu'est née, du coup, l'idée de développer mon personal branding il y a 1 an et demi. Et c'est pas évident. C'est pour ça que je te dis que si j'avais su ce par quoi j'allais passer,
En termes d'exposition, en termes de... Alors, en termes d'énergie, en termes de travail, oui, je l'aurais fait un milliard de fois parce que j'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément mon métier. Mais tout ce que ça engendre à côté, je sais pas si j'aurais signé. Et quand tu as dû faire pivoter ton activité, comment tu t'es rendu compte que ça n'allait pas? C'était quoi les signes? Est-ce que tu t'es sentie, désalignée, pas à ta place, qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est pas la première fois que je veux en parler, mais je pense que c'est important de le renforcer à chaque fois. Pendant longtemps, moi, quand j'entendais le mot alignement, je comprenais pas ce que ça voulait dire. OK. Donc, quand les gens me disaient, mais est-ce que c'est aligné? Je vais aligner ta vie à ton quotidien, à tes envies, machin. En fait, je comprenais pas ce terme. Je suis en mode, mais ça veut tout et rien dire, je comprends pas. Et en 2024, en août 2024, on achète notre maison avec mon mari. Et je me retrouve à la piscine, mais vraiment un été trop bien, on a pu se détendre, on a pu s'amuser, en plus on venait de fêter notre achat, etc. Et en fait, je me retrouve un jour toute seule à la piscine un matin. Il fait super beau, j'ai un livre, tout va bien, quoi. Je suis reposée. Et là, je commence à pleurer. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette agence? Parce que maintenant, j'ai atteint mon objectif, je voulais acheter ma maison. Et maintenant, on fait quoi? Je vais OK. faire quoi, moi, de ça? Et c'est là que le sens d'alignement a pris tout son sens. OK. Parce que du coup, j'avais un moteur jusqu'à maintenant, j'avais un objectif, j'avais un pourquoi. Ce pourquoi, il avait été validé. Mais c'était quoi l'étape d'après? Et en fait, cette étape d'après, ça a été de me dire, OK, mais j'ai fait tout ça pour une raison. Je savais où est-ce que j'allais, donc très déterminée, j'avais que ça en tête, vraiment que ça en tête. C'était ma seule et unique issue, c'était celle-ci. Donc il fallait que j'y arrive. J'avais pas le choix. Une autre idée ne rentrait pas dans ma tête, en tout cas. Mais une fois que c'était fait, ben, on fait quoi après? Et c'est là où, en fait, où je pense que mon château de cartes, parce que aujourd'hui, c'est un peu l'image que je peux lui donner, c'est vraiment un château de cartes, bah, en fait, il s'écroule et tu dois recommencer, tu te dis: «Mais je vais où?» Et en fait, à cette époque, j'avais déjà la But First Academy et je me suis dit: «En fait, c'est ça qui me drive le plus». Donc j'ai pris des décisions, structurelles très simples, fermer mon agence, j'ai regardé le portefeuille client et je me suis dit: «Quels sont les projets que j'adore? Quels sont les projets que je peux faire toute seule? Quels sont les projets qui vont dépendre d'absolument personne?» Bah, du coup, j'ai gardé ceux-là et tout le reste, j'ai dit au revoir. Mmh. Et du coup, je suis revenue en septembre avec, une nouvelle charge de me dire: «OK, bon, bah, on va faire quoi maintenant?» Parce que moi, j'avais quand même mes prestataires de services, enfin, j'avais certaines prestations, donc dans le Oui. fond, j'étais pas non plus, en grande difficulté. Mais, je dirais que en fait, j'ai beaucoup tiré sur la corde en 2024 et mon corps m'avait déjà donné des signaux. J'avais déjà, Mmh. eu des red flags avec des clients, avec des trucs que j'avais accepté de faire alors que l'envie n'y était pas vraiment, mais je voulais pas leur dire non non plus. Moi, j'étais fatiguée, j'avais plus trop envie, tu vois, quand je voyais, sur le planning que je devais travailler sur l'agence, ça me saoulait, quoi. Alors que quand Ah. c'était pour la But First Academy, pour créer du contenu totalement «Allez pump it up, ça va être une trop bonne journée», machin. Donc en fait, Donc je OK. sentais même moi, tu vois, au niveau de l'énergie, même au niveau de l'enthousiasme, je sentais que c'était pas le même. Mmh. Parfois, on pense que c'est impossible, tu vois, de changer ou en tout cas de d'améliorer, de faire pivoter son activité parce qu'on se sent enfermé dans le système qu'on s'est construit, hein. Hem, Comment aujourd'hui avec le regard, hein, que tu as, comment tu as dépassé, ça? Est-ce que c'est en faisant des choix? Mmh. Comme là tu l'as dit, fermer, tu vois? Est-ce que c'est une histoire de décision pour toi? Ouais, complètement. C'est une histoire de décision et c'est une histoire de vision aussi. Mmh. En fait, moi, j'ai refusé d'être dans cette case. En fait, le problème, c'est que je me suis mise dans cette case toute seule. Parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, tu cherches toujours plus. Quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain objectif? Quelle est la prochaine vision? Quel est le prochain projet? En fait, tu es constamment en mouvement et du coup, moi, ce mouvement m'a amenée à, avoir des objectifs de chiffre d'affaires et à me dire: «Mais pourquoi on fait tout ça, en fait? Je comprends Mmh. pas, j'ai pas enfin, on n'a pas besoin de tout ça. Je Ma vie ne me demande pas autant, enfin, j'ai pas besoin de construire tout ça». Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que cette case, c'est moi-même qui me la suis créée toute seule parce que le stéréotype de l'entrepreneur en blazer avec, des talons, qui arrive dans la big tour avec des équipes en open space et le tout le monde machin, puis tu arrives dans ton grand bureau machin. Alors c'est très beau, hein, dans les films. J'adore, ça me fait rêver, hein.
Mais dans la vraie vie, moi, c'était pas ça ma vraie vie. Ma vraie Mhm. vie, elle n'aurait d'ailleurs jamais ressemblé à ça, ma vie. J'aurais jamais pu, tu vois. Et j'étais en train de rentrer dans ce format-là, de me dire, OK, maintenant que j'ai été freelance, j'ai trop de chance, j'ai développé une agence, il y a des gens qui travaillent avec moi, je suis plus toute seule, on réfléchit à plusieurs et tout. Alors, c'était génial, humainement parlant. Mais moi, j'étais pas faite pour ça. Je suis pas faite pour manager des équipes. Moi, je suis faite pour être dans l'opérationnel parce que j'aime profondément ce que je fais. Mhm. Et du coup, bah, en fait, j'étais en train de m'éloigner petit à petit de tout ça. Parce que bah, j'étais juste en train de dire à chaque personne ce que vous devez faire. J'étais devenue le mauvais flic. Et encore, j'étais pas si mauvaise que ça parce que j'osais même pas leur dire que le truc n'était pas bien fait. Donc moi, je passais derrière sans leur dire. Ou je prenais tellement de pincettes humainement parlant que du coup, j'étais en mode, oh non, mon Dieu, je peux pas lui dire que c'est pas ça qu'il fallait. Donc en fait, c'était tout le temps cette ambivalence. Mais après, cette case-là, encore une fois, personne ne me l'a imposée. C'est moi Oui. qui suis rentrée dedans. Donc après, c'est une question de choix de vouloir en ressortir et de se dire, bon, bah en fait, j'assume. Et c'est très étrange parce que moi, je me suis jamais posé la question de me dire, qu'est-ce que les gens vont penser de ça, en fait. C'était viscéral, je n'avais pas le choix. Il fallait, tu vois, que ça s'arrête. C'était humain, c'était corporel, il fallait que ça s'arrête. Et du coup, quand je l'ai partagé, c'est là où les gens m'ont dit, mais du coup, ça dit quoi de ton ambition? Est-ce que du coup, tu as dû remettre ton ambition en question? J'étais en mode, pourquoi mon ambition? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Et du coup, j'ai dû créer un épisode de podcast autour de cette fameuse notion d'ambition. Au moins, en fait, l'ambition, c'était pas de facturer 500 000 euros, quoi. Même pas 1 million. Enfin, ça n'a jamais été mon ambition première. Euh, Tu as évoqué un petit peu plus tôt le fait que tu es une introvertie. Voilà, comment tu prends en compte ces besoins-là qui sont associés à l'introversion dans ton activité aujourd'hui? Et je voudrais bien que tu commences par donner ta définition à toi d'être Mm. introvertie. Ah, bah moi, être introvertie, ne pas aimer être mise au devant de la scène. Pour moi, c'est ne pas aimer être sous les projecteurs, mais c'est aussi une soupape, c'est-à-dire que mon énergie sociale elle va être plus faible, c'est-à-dire que j'ai moins besoin, tu vois, d'être entourée, j'ai moins besoin d'être tout le temps en mouvement ou de tout le temps être en train de sortir, etc. Moi, j'ai besoin de mes temps seuls aussi. Donc, je pense que c'est ces deux cas-là, mais c'est aussi le cas de ne pas du tout aimer se montrer ou d'être mise en avant. C'est d'ailleurs pour ça que de base, la But First Academy, moi, je me montre pas et tu ne m'y vois jamais. Parce que de base, quand je pense le projet de l'académie, tout le monde te dit à l'époque, il faut absolument que c'est ton image, machin, il faut absolument qu'on te voit. Donc moi, à l'époque, avant de créer la But First Academy, ben, je te l'ai dit, hein, je suis déterminée. Donc Ouais. je fais exactement ce que me disent les gens. Donc je crée mon site internet avec mon nom, mon prénom, ma tête partout. Je fais un shooting, on me voit partout tout le temps. Je passe 3 mois à développer un produit qui est génial, hein, je l'adore sur le papier, je l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, donc comme quoi. Et arrive le moment de la communication, et là, ben, il y a plus personne. C'est-à-dire que je n'arrive pas, en fait, c'est pas possible. J'arrive pas à avoir ma tête partout, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à me dire, bah, les gens, ils vont acheter parce que c'est moi. Pire encore, les gens vont acheter parce que c'est moi, tu vois. Et du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, il est hors de question que je me mette dans cette case-là à nouveau. Je suis pas à l'aise, et si je ne suis pas à l'aise, je ne vais pas vendre. La preuve Ah en ouais, est, complètement. la preuve en est, j'arrivais même pas à communiquer. Donc, en fait, j'avais passé 3 mois et demi à écouter ce que me disaient les gens, mais moi, j'arrivais pas parce que c'était pas du tout adapté à ma personnalité. Donc, je me suis dit, ok, on va retourner le truc et on va créer une marque à part entière qui s'appelle du coup la But First Academy. Et j'ai pris tous les éléments de ma personnalité, ou presque. Donc, mes préférences au niveau des couleurs, mon style de communication, ma personnalité, ce que j'aime pas. Et j'ai injecté tous ces éléments dans la Butters Academy. Donc 80% de la Butters Academy, c'est ma personnalité. Et bah, du coup, comme ça m'a permis déjà d'adapter, je Mm. dirais, mon introversion. Après, je me suis toujours dit aussi, il faut que j'humanise tout ça. Parce que moi, je différencie vraiment le marque, donc créer une marque à part Mm. entière, du faceless qui est arrivé après. Pour moi, le faceless, c'est, je vais dire ça gentiment, c'est une excuse. Voilà. Ok. Pour moi, c'est pas adapté, dans le sens où toutes les marques faceless se ressemblent, par exemple.
Est-ce que Alors tu que pourrais donner un exemple, s'il te plaît? ah oui, bien sûr. En fait, le fait de pas se montrer sur les réseaux, c'est OK, mais arrêtez d'utiliser toutes les mêmes vidéos. Vous avez toutes le même style, il y a tout en fait, tout est pareil. C'est, le même style OK. de vidéo, la même typographie, les mêmes contenus, c'est tout est pareil. Donc en fait, entre un compte A faceless et un compte B faceless, s'il y a pas de marque qui est développée derrière, bah, en fait, je sais pas qui est qui, tu vois? Alors que Mmh la mh. But First Academy, bah il y a une identité, il y a un branding, il y a un ton de voix, il y a une personnalité de marque. Ouais. Alors que dans le faceless, il y en a pas. Mais très rapidement, je me suis aussi rendu compte que j'étais sur le digital et que si je faisais le choix de pas me montrer, il fallait que je fasse le choix aussi d'humaniser ma marque le plus possible. Comment on humanise sans se montrer? Bah, du coup, on crée un podcast. Je me suis dit: «S'il y a pas d'image, il y aura au moins ma voix, il y aura au moins une identité vocale et les gens pourront identifier Marine à cette voix qui est la voix de la But First Academy» et du coup, c'est comme ça qu'est né le podcast, en me disant: «Bon, ben, je vais humaniser le truc, même si je suis timide». Tu le sais très bien, hein, en enregistrant un podcast, tu es toute Mmh seule face à ton micro. mh. Donc en fait, aucune difficulté. Ouais. La seule difficulté, c'est après de passer en montage et de devoir supporter sa voix. C'est la seule difficulté dans le fond. Mais une fois que c'est prêt, c'est publié, tu le balances et puis, si tu as pas envie d'être face aux statistiques, bah, moi au début j'ignorais, je me disais: «Bon, il y a 20 personnes qui m'ont écoutée, mon Dieu, mon Dieu». Je fais: «Non, il y a personne, j'ai parlé toute seule, j'ai fait une note vocale à une meilleure pote». Voilà et comme ça, en fait, ça a permis d'adapter mon introversion au business et après c'est bien après qu'est arrivé, le personal branding et j'y suis allée par étapes. D'abord, Ah je oui. faisais jamais de face caméra, je faisais jamais de vidéo. Les reels, c'était très, 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 très rare. Donc en fait, j'y suis allée petit à petit et c'est une fois que je me sentais prête que j'ai commencé à développer certains formats, certains types de communication. Mais parce que j'ai créé, un espace où je me sentais bien, tu vois? Où je me sentais en sécurité. Ouais. Est-ce que tu as été accompagnée à certaines étapes? Oui, oui. J'ai été accompagnée au développement de mon agence, c'était en 2023, il me semble, 2022, je sais plus exactement les dates. Mais j'ai été accompagnée, dans un coaching de 3 mois qui a été la meilleure décision de ma vie et la pire en même temps. Parce que, parce que tu prends des claques business que tu as pas envie de prendre, Mmh mh. parce qu'on te met dans un chemin où tu y vas ou tu y vas pas, mais si tu y vas pas, bah, tu sais que tu peux ne pas obtenir les résultats que tu aimerais obtenir. Oui. Hem, c'est aussi ces personnes-là qui m'ont dit: «Bon, ben Marine, là, on va chercher plus loin, en fait. Tu en as sous la pédale. Enfin, ton agence, on peut la développer fois 3, fois 4, fois 5». Et tu vois, cette notion de on te met dans une case, bon, bah, let's go, on y va, parce que tout le monde le fait, Oui. tu vois? C'est à quoi tu as envie de te raccrocher, en fait. Exactement, exactement. Donc oui, j'ai été accompagnée et après je te dirais, en fait, j'ai toujours un peu été accompagnée dans le sens où, bah, vu que je fais du marketing digital, il y a aussi cette notion de tout évolue très vite et Ouais. moi j'aime bien dire qu'un entrepreneur qui arrête de se former, c'est un entrepreneur qui est déjà en train de mourir. Mmh. Moi je suis tout le temps en train d'apprendre. Alors je lis plus du tout de livres business, OK? On déconstruit ça, plus du tout. Par contre, tout ce qui va être, des séminaires, des formations, des programmes plus intensifs, apprendre de personnes qui l'ont déjà fait, ça Ouais. par contre oui, presque tous les ans, je choisis un gros programme ou un gros changement que je veux opérer et je travaille sur ça toute l'année. Comme ça m'évite de me disperser parce que j'ai été aussi cette personne qui achète des petites formations à 49 € et tu te retrouves à la fin de l'année avec 1001 formations que tu n'as rien consommé. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Donc maintenant, je choisis un focus, un investissement et je travaille dessus du coup toute l'année. Mmh. Où tu en es aujourd'hui et en quoi ta structure actuelle te permet de te préserver? Alors où j'en suis maintenant? Bah, du coup, j'ai plusieurs activités dans le fond, puisque du coup, je continue mes prestations de services. J'ai aussi du coup mon business qui tourne, tout seul ou presque, qui est du coup la But First Academy et du coup, j'ai le PAN aussi, en lien avec, mon personal branding. Donc en fait, ce sont 3 activités complémentaires, mais que l'on peut voir aussi de manière individuelle Mmh. et comment est-ce que j'ai réfléchi mon activité en général?
En fait, quand j'étais freelance et quand j'ai été du coup à la tête de l'agence, il y avait un problème. C'est que en fait, on vendait notre temps. Oui, oui. Et moi, du coup, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais cette vision de vouloir créer ce que j'avais envie profondément de créer, mais j'avais aussi cette vision de me dire, sur le long terme, cette entreprise, elle peut pas prendre trop de temps non plus parce que moi, un jour, quand je veux avoir des enfants, je veux pouvoir être là. Je veux pas devoir courir partout. En fait, si je dois les accompagner en sortie scolaire, Oui. je veux avoir la chance de pouvoir le faire, puisque moi, j'ai eu une mère qui a été très, 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 très présente et qui, à chaque fois, pouvait être là. Et en fait, je me suis toujours dit, je veux reproduire ce schéma. Je veux pouvoir me dire, je veux que mes enfants me disent, ben, en fait, je sais que tu as été là tout le temps. Donc, j'ai réfléchi, en fait, je me disais, mais en fait, la prestation de service, c'est pas quelque chose qui va me permettre de le faire. Alors, c'est un très bon sas de Oui, bouée de sécurité au cas où, tu vois, parce que du coup, tu as oui. toujours un peu une activité qui tourne, tu as un chiffre d'affaires qui est assuré. Par contre, bah, à côté, moi, il faut que ça tourne tout seul. Donc, j'ai réfléchi à des tunnels. Donc, je les définis sous deux formes, le tunnel de contenu et les tunnels de vente. Et du coup, j'ai des systèmes en interne au sein de mon entreprise qui permettent, ben, en fait, que mon entreprise puisse tourner toute seule, même quand je dors, même quand je mange, même quand je sors. Mm. Mon entreprise, elle, est tout le temps en train de travailler parce qu'elle ne dépend pas que de mon énergie. Voilà. Je crois que c'était sur ton site internet où tu avais noté faire moins, mais faire mieux. Ouais, Qu'est-ce que tu entends derrière cette phrase? Est-ce qu'il y a un exemple que tu peux donner pour illustrer cette notion? ouais. Bah, du coup, si tu prends la liste d'un entrepreneur qui prend sa journée, il va y avoir 15 voire 20 tâches. Mais de ces tâches-là, il y a peut-être 3 ou 4 tâches seulement qui vont réellement ramener des résultats. Tout le reste, c'est juste pour se rassurer, pour se dire que tu es derrière ton ordinateur. Ou parce que tu sais pas réellement pourquoi tu le fais, mais vu que tu vois les autres le faire, bah, tu vas le faire également. Sauf que quand tu balayes sur cette to-do list, tu te rends compte qu'au final, si tu veux réellement obtenir des résultats, il suffisait de faire 4 tâches. Et c'est sur ces 4 tâches-là que moi, du coup, je travaille principalement. Et du coup, moi, j'ai fait ce travail-là de, ouais, de faire le ménage. C'est-à-dire que, Ok. en fait, je me rendais compte que je passais des heures et des heures et des heures derrière mon ordinateur. Mais en fait, bah, la plupart du temps, j'étais même pas productive. En fait, ça me rassurait de me dire que j'étais derrière l'ordinateur. Mais je faisais, enfin, je traitais un email par-ci, puis un commentaire par-là, et puis un message WhatsApp. Mais en fait, ça me rassurait de me dire, bah, c'est bon, t'as passé du temps derrière ton ordi, t'es en train de travailler. Mais non, j'étais Mm. pas du tout en train de travailler, j'étais juste en train de faire semblant, quoi. Et du coup, bah, j'ai pris ma fameuse to-do. À un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me rapporte vraiment des résultats? Au vu des systèmes que j'ai créés, au vu des tunnels que j'ai créés, qu'est-ce qui est vraiment primordial que je dois faire absolument tous les jours pour que ces systèmes puissent tourner? Le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Mais tu sais que ça ne va pas impacter ton chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai regardé bah, la création de contenu, par exemple, primordial. Parce que c'est la porte d'entrée de mes tunnels. Ok, bah, la création de contenu, c'est tous les jours. C'est ma première tâche. Deuxième tâche, Prioritaire. exactement, on priorise. Deuxième étape, je prends mes élèves et je me dis, ok, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui va manquer? Quels sont les doutes qu'elles vont avoir? Est-ce que j'ai des emails plus importants? Des groupes WhatsApp à gérer? Tout ça, ça fait aussi partie du fonctionnement de mon entreprise. Deuxième tâche, hyper important. Troisième tâche, mes projets clients, prestation de service. Quatrième tâche, les projets au sein de la But First Academy. Maintenant qu'il y a ça, quelle est l'étape d'après? Est-ce que l'étape d'après est nécessaire? Oui, non. Si la réponse est non, ben on garde les 3 tâches. Si la réponse est oui à l'instant T, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce résultat? Tout le reste, c'est du vent. Ça Mm. ne sert à rien. C'est, c'est juste pour se rassurer. Et tu vois, pour le coup, parfois, j'ai des journées qui vont être très longues, mais parfois, j'ai des journées qui peuvent se limiter à une matinée, si je le veux. Et ça me va très bien comme ça. Mm. Aujourd'hui, bah justement, à quoi ça ressemble une journée avec toi? Est-ce que tu pourrais décrire? Est-ce que tu as du temps pour faire du sport, pour sortir, etc.? Alors, j'aime bien dire que mes journées se ressemblent sans se ressembler. Mhm. Parce que moi, je suis une personne de routine. Vraiment, Ok. j'apprécie la routine. Je la recherche d'ailleurs, cette routine.
Donc le matin, je dirais que à l'époque, c'est simple, j'avais un œil ouvert, un œil fermé, j'étais déjà derrière mon ordinateur. Ça n'existe plus dans ma vie. Maintenant, c'est vraiment, j'ai 1 heure et demie de sas de routine matinale où je prends déjà soin de mon chien. Donc dès que je me lève, je prends soin de mon chien. Je prends soin de ma maison parce que ben, ma maison, c'est aussi mon endroit de travail. Oui. Donc si c'est pas clean, je vais avoir le truc du lave-vaisselle, de la machine, du truc du machin, de l'aspirateur. Donc non, au moins comme ça, le matin, c'est fait. Et une fois que ces deux responsabilités-là, entre guillemets, mais que j'adore faire, sont faites, je prends soin de moi. Donc ça va être mes routines, ça va être prendre ma douche, me préparer. Je travaille jamais en pyjama, donc ça va être de m'habiller, de prendre le temps, tu vois, de Ok. OK, je prends ce temps-là. Et après, il y a toute une partie où en fait, je prends mon bouquin et puis je prends mon petit-déj et je lis en prenant mon petit-déj pendant Ok. 15, 20, 30 minutes parfois. J'ai besoin de ce sas-là pour me dire, OK, après que ça c'est bon, je commence à travailler. Et généralement, mes journées de travail commencent, je dirais, vers 9h, 9h30, parfois 10h, ça dépend. Parfois, ça commence plus tôt, ça dépend. Et je termine généralement vers 16-17 heures. Je prends mon chien, on va se balader, on décompresse et puis après, la journée elle est finie, quoi. Donc Mm. mais j'ai toujours, tu vois, même ce sas de pause de déjeuner entre 13-14 heures où je ferme. Je peux Tu coupes. plus passer des heures, des heures, des heures, des heures derrière l'ordinateur, c'est plus possible. Et le sport, du coup, faisait partie de ma routine avant que je sois enceinte. Bon, maintenant, Oui. c'est différent. Mais avant, oui, avant, je faisais 3 séances de sport par semaine avec un coach. Parce que j'ai fait partie de ces gens qui s'inscrivaient à la salle de sport. Ils disaient, ouais, je le mets dans mon planning, je vais y aller. Pas du tout. Après, il y a le travail et puis il y a mille et une trucs du Excuse. quotidien. Voilà, exactement. Non, j'ai pas du tout envie, j'ai pas le temps, je peux pas. Maintenant, j'avais un rendez-vous du coup avec une personne et je savais que je devais impérativement y aller le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc c'est une routine que je vais reprendre après la grossesse quand Oui. je pourrai. Mais oui, oui, ça fait partie de mon bien-être mental, psychique. Étant très stressée, j'ai besoin de cette bulle aussi de décompression, je dirais. Mm. En quoi c'était important pour toi de venir intervenir sur ce sujet de réussir sans s'épuiser? En fait, j'aimerais bien dire aux gens qu'on n'a pas besoin de travailler plus, on n'a pas besoin de travailler plus dur pour réussir. Parce que pendant très longtemps, moi, j'ai eu cette vision et j'ai eu cette croyance de me dire, en fait, il faut que je travaille 15 heures par jour, quoi. Il faut que je montre aux gens qu'on peut y arriver, mais il faut travailler très dur. Et puis du coup, bah, c'est comme ça que je suis devenue l'esclave de mon business. Je travaillais vraiment, mais H24. Mais c'est pas une blague. Je me suis déjà retrouvée à Noël à table, en famille, avec mon ordinateur sur la table. C'est pas une blague. OK. Je n'avais aucun week-end, aucun férié. Je passais ma vie à travailler. Mais vraiment ma vie. Je sais d'ailleurs même pas comment j'ai tenu 1 an et demi, très honnêtement, avec ce rythme. Mais c'est simple, en fait, les gens, enfin mes proches, dès qu'ils savaient que je venais avec l'ordi. Ma première séance chez mon thérapeute, j'y suis allée avec mon ordinateur. Je suis déjà allée chez le médecin avec mon ordinateur. Le médecin m'a regardée, mais il m'a dit: «Mais vous faites quoi là?» Je dis: «Il faut que je travaille». Il me dit: «Oui, mais vous avez enfin, on peut prendre 20 minutes de consultation». «Non, non, non, Oui. non, je peux pas couper. Il faut que mon ordinateur reste allumé». Il m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre. Mmh. Maintenant, tu vois, je le comprends. Mais j'étais tellement dans ce truc de: «Il faut absolument travailler dur pour y arriver», parce qu'il y a que ceux qui travaillent dur qui arrivent, que j'étais rentrée dans un système où en fait, oui, là, tout dépendait de moi. Mon temps, c'était de l'argent et en fait, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps connectée à mon ordi. Jusqu'au moment où, mon mari un jour m'a dit, il était quoi, 23h, 22h, qui m'a regardée, qui m'a dit: «Tu sais, je t'aime vraiment beaucoup, hein, mais là, ton business, il prend trop de place. Là, tu vois, j'aurais bien aimé qu'on regarde une série tous les 2 ou un film et que qu'on fasse autre chose, en fait». Et du coup, je sais pas pourquoi et il me l'avait peut-être dit 1000 fois, hein, je l'avais peut-être jamais entendu, mais cette fois-là, ça a été la fois de trop. J'ai fermé mon ordi, je fais: «Tu as raison, j'en ai rien à foutre, on va regarder un film». Mmh. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «En fait, c'est terminé. Le rythme que j'ai là, si je le tiens, mais une semaine de plus, je sais que je vais devenir folle». Donc c'est comme ça que, en fait, je me suis dit: «Il faut que tout change, il faut que le système change, il faut que je trouve quelque chose qui soit plus rapide, qui soit plus efficace, où je sens que même quand je prends soin de moi, même quand je suis avec mes proches, même quand je fais autre chose que du travail, que je ne sois pas Ça stressée à me tourne. dire: ben en fait, mon business, il peut pas tourner parce que je suis pas là». Si, si, là, il tourne. Je sais que là, il tourne.
Même, tu vois, là, on est en train d'enregistrer mon business, je sais qu'il tourne. Et du coup, il y a cette sérénité mentale de me dire, bah, ok, c'est bon, ça a peut-être pris 3, 4, 6 mois, mais maintenant c'est posé. Et là, je vais rentrer dans la maternité et j'y vais sereinement. Réussir sans s'épuiser pour toi, c'est possible? Et si oui, par quoi ça passe? Ah oui, c'est possible. Ah oui, bah, la preuve en est, hein. Oui. La preuve en est. Maintenant, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit non. Maintenant, oui, la preuve en est. Je suis moi-même la preuve que oui, c'est possible. Mais bien entendu, ça passe par des sacrifices aussi. Euh, les systèmes, ils ne se créent pas tout seuls. Les systèmes, il faut les penser, il faut les affiner, il faut les structurer. Donc, je dirais que c'est des sacrifices d'un certain moment de ta vie. De te dire, bon, bah, pendant 3 mois, pendant 6 mois, je travaille sur ce projet, je travaille bien. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Mm, Et en oui, fait, moi, c'est ça qui me drive, c'est de me dire, OK, les étapes là que je suis en train de créer, tout ce que je suis en train de faire là, ça va me servir. Je suis en train de le faire une fois, mais ça va me servir sur le long terme. Et en fait, c'est là où la notion de sacrifice aussi rentre aussi un peu en jeu, parce que vous dire que j'ai plus jamais travaillé le soir, non. Mais je me retrouve, écoute, là, il faut que je travaille ce soir parce qu'il faut absolument que je mette ça, 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 ça et ça en place. Mais c'est oui, plus la règle, c'est devenu une exception. oui, Donc, il faut avoir notion aussi que ça se construit, bien entendu, mais ça demande du temps. Ça demande d'être un petit peu plus focus. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est jamais linéaire. Tu travailles jamais mm, de 9 heures à 18 heures. Parfois, ça va être un petit peu plus intensif et tu vas travailler jusqu'à 23 heures parce que la temporalité fait que. Mais parfois, tu vas peut-être travailler que jusqu'à 14 heures. Moi, tu vois, par exemple, ces dernières semaines, il y a des jours de la semaine où je pouvais pas travailler. Bon, ben, j'ai pas travaillé. Par contre, bah, du coup, ça me dérangeait pas du tout de travailler le samedi ou le dimanche parce que je savais que le lundi et le mardi, au final, bah, j'avais pas bossé et que du coup, bah, le samedi, j'avais envie et que l'inspiration était là. Donc, en fait, c'est cette liberté-là aussi que les gens doivent voir. C'est pas juste se oui. dire, ah, je travaille que quand je veux. Oui, mais tu peux aussi, du coup, travailler le samedi et le dimanche. Pour moi, travailler le samedi et le dimanche, c'est aussi une liberté. Oui, Tu vois. tout à fait. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager, s'il te plaît? Ce que tu partages peut-être tout le temps? Alors, le premier, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son business. Prenez Yeah. soin de vous. Parce que vous êtes le moteur de tout et si vous ne vous écoutez pas, bah, en fait, c'est simple, vous allez tenir 3 mois, 6 mois, un an, mais après, vous allez exploser en plein vol et moi, je sais même pas comment j'ai pas explosé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses. Hyper important. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous ne pourrez Oui, pas atteindre vos résultats. Parce que vous allez toujours vous demander pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ci ou pourquoi vous êtes en train de faire ça. Et même si vous ne vous posez même pas réellement la question, vous allez voir que votre motivation ne sera pas la même parce que vous n'aurez pas de point final. Donc vous allez toujours être en train de courir, 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 courir derrière un truc. Vous allez dire, mais ça me sert à quoi? Enfin, je sais pas. oui. Donc vraiment toujours avoir le pourquoi. Et le troisième conseil que je donnerais, ça serait de réfléchir de manière stratégique à est-ce que l'action que vous êtes en train de faire aujourd'hui, est-ce que c'est une action que vous posez pour très longtemps ou est-ce que c'est une action que vous allez poser pour 5 minutes? Moi maintenant, je regarde tout le temps, tu vois, quand j'ai une idée, quand j'ai un truc, je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça va me rapporter sur l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va Mm. marcher une semaine ou est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir marcher des années? Si la réponse est une semaine, bon bah l'idée elle passe à la trappe parce que oui, je suis entrepreneur comme beaucoup probablement qui nous écoutent. Et des idées, il y en a tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu te dis, ah mais ça c'est génial, je vais lancer ce truc, ça va être trop bien. Oui, peut-être, hein, mais si ça dure 2 jours, tu vas te Pas la fatiguer pour peine, 2 jours. ouais. Donc moi, j'aime bien voir ça sur de la longévité et me dire, sur le long terme, qu'est-ce que ça va réellement me rapporter. Est-ce que tu as des projets et des rêves pour la suite? Je crois qu'on en a un peu toujours. Malgré que, je vais être très honnête, ça peut paraître très édulcoré dit comme ça, et je pense que vous aurez compris que j'édulcore pas beaucoup de choses. Je suis plus notion pessimiste qu'optimiste dans ma vie. Mais dans le fond, je dirais que j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai réussi à construire ce que je voulais construire. Et les plus gros projets personnels, en tout cas, que j'avais, ben, je les ai tous plus ou moins réussis. Donc, mais sur le plan professionnel, oui, il y a toujours ce truc d'évolution, de vouloir optimiser encore plus, de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus, mais de faire plus structuré. Donc oui, il y a toujours des nouveaux projets.
Après, il y a de nouveaux projets sur la structure qui existent déjà. C'est-à-dire que je pars jamais en cacahuète. Je me dis tout le temps, OK, qu'est-ce qui est monté et où est-ce qu'on peut aller améliorer? Parce que, en fait, pendant très longtemps, tu vois, j'ai passé des années à vouloir avoir 1001 produits, à construire 1001 choses, etc. Et au final, je me retrouvais à la fin d'une année avec plein de produits créés, mais il n'y avait aucune logique. Et puis quand il y avait quelqu'un qui payait quelque chose, mais l'autre payait pas autre chose, en fait, j'arrivais jamais à créer un lien et à me dire, bah ouais, en fait, c'est logique. Bah non, en fait, il n'y avait aucune logique parce que je créais que des électrons libres sans jamais penser à un puzzle ou à une maison qu'on est en train de construire. Ouais. Donc là, ma maison, elle a ses fondations, elle a tout, elle a son toit, elle a tout. Maintenant, je dirais, c'est de la décoration au niveau de certaines pièces, quoi. C'est une super image, je trouve. Est-ce que tu as des rôles modèles, toi, qui t'inspirent? Je vais être chiante, hein, mais en fait, j'ai réfléchi à cette question et à chaque fois qu'on me la pose, j'ai Ouais. pas vraiment de personne qui m'inspire. En fait, il y a pas vrai je trouve de l'inspiration partout, Oui. mais je me dis jamais: «Ah, j'adorerais avoir sa vie» ou «Ah, j'adorerais avoir ces résultats». Par contre, du coup, je sais où est-ce que je la puise, moi, mon inspiration et ça peut paraître très cucu dit comme ça et quand les gens si des gens qui m'écoutent me connaissent, vont se dire: «Mais est-ce qu'elle a vraiment répondu ça?» parce que vraiment je suis la personne la plus pudique de la planète, mais je dirais c'est mes parents. OK. Autant mon père que ma mère, les 2. Hem, autant dans ce qu'ils ont construit, autant dans la manière dont ils ont fait les choses, puisque de base, il faut savoir que moi, j'ai qu'une petite sœur, mais mes parents se sont retrouvés avec beaucoup plus d'enfants qu'ils n'en avaient réellement et en fait, sur le moment, on s'en rendait compte sans trop s'en rendre compte. Maintenant, avec le recul, je me rends compte de tout ce qui a été fait pour qu'on ait la vie la plus normale et je trouve ça fou. Donc en fait, je me dis, ouais, sans aucun doute, autant ma mère que mon père, pour moi, c'est 2 inspirations, dans ce qu'ils ont créé, dans les valeurs qu'ils nous ont transmises et je dis pas ça parce que c'est mes parents, OK? Parce que j'ai des familles très dysfonctionnelles autour de moi et je sais que parfois les parents peuvent être tout l'inverse de ce qu'on Mmh. veut créer et de ce qu'on veut être. Mais moi, j'ai cette chance-là de me rendre compte qu'au final, tout a toujours été fait pour nous, mais aussi pour qu'eux puissent atteindre leurs objectifs et j'ai vu, les efforts qui avaient été mis en place, tout ce qu'ils ont fait et en devenant adulte et future maman, je me rends compte aussi des sacrifices qui ont été faits et à l'époque, en fait, on s'en rend pas compte Mmh. et donc ouais, je dirais, mes parents. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la réussite? Car c'est le thème fil rouge de cette année 2026 sur le podcast. Alors moi, pour moi, la réussite, elle est propre à chacun. Chacun a sa propre vision, chacun a sa propre définition. Pour moi, ma notion de réussite, c'est pouvoir construire le quotidien que l'on veut, qui nous ressemble, sans devoir, s'oublier au milieu de mille et une choses qui peuvent faire partie de notre vie, au-delà même du côté professionnel. Moi, ma vision de la réussite en 2026, c'est de la sérénité. Ne pas être stressé par mille et une choses, juste en fait stabiliser et me dire, bah en fait là, la vie que je suis en train de construire, bah je l'aime bien quoi. Alors, on va passer aux questions donc de l'invitée précédente, donc qui est Élodie, qui a laissé une question pour toi. Ouais. Quelle habitude te permet de te redonner le smile ou un coup de boost quand tu vas moins bien? Ah ben je vais être très bateau, c'est vraiment faites au plus simple quand ça va pas. C'est ou de prendre un beau bouquin, je ferme tout. C'est-à-dire que moi, je force plus, je ferme tout et je lis un livre. Mais vu que je lis plus de livres business, bah, ça sera une romance ou un policier ou un thriller, donc ça va me changer les idées. Ou je OK, prends ma musique, mes écouteurs et je sors me balader avec mon chien. OK, Je cherche pas midi à 14h. Je sais qu'il y a simple. beaucoup de gens. Ouais, ouais, il faut que ce soit simple. Euh, En fait, il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble. Donc, moi, je pars du principe que même si c'est dans cette simplicité-là que tu vas bien, bah, en fait, tu rien à prouver à personne et même si les gens te disent: «Ah ouais, franchement, tu fais que ça?» bah oui, je fais que ça. Mais ça va me nourrir parce qu'en fait, ça va recentrer mon système nerveux et en fait, je vais penser à autre chose et puis je vais me canaliser et en fait, c'est ça qui va réellement me déstresser. Alors que faire une valise, partir en voyage, sortir de mon quotidien, sortir non, ça va me stresser, ça va pas du tout me faire du bien. OK. Donc en fait, non, autant faire simple. Et ta question pour l'invité suivant? Est-ce qu'aujourd'hui, ton quotidien te rend réellement heureuse?
Heureuse ou heureux, peu importe. Ça va être l'heure de ton instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, soit à travers ma marque, qui est du coup la But First Academy, soit à travers mon personal branding. Du coup, mon compte, c'est marine.psag, où du coup, je partage du coup toutes les coulisses d'une entrepreneur qui essaye de réussir, mais surtout qui prend soin d'elle avant de prendre soin de son business aujourd'hui. Top. Je te laisse aussi choisir le mot pour les auditeurs, ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Je dirais... Mais c'est surtout mon symbole de marque et c'est vrai que Oui. pour moi, le café, c'est symbole de convivialité, c'est le moment qu'on passe avec soi-même ou avec des amis. Donc j'aime beaucoup cette boisson et du coup, si vous avez envie, commentez café. Ça va être lors de la conclusion, Marine. Donc ici, je connais la tradition, c'est l'invité qui conclut l'épisode. Donc c'est le dernier message que tu as à transmettre. Et donc il faut terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Je t'écoute. Génial. Eh bien, sachez qu'il est possible de réussir sans s'épuiser. Il est possible de ne pas trop forcer ou trop tirer sur la corde. Respectez vos envies, respectez vos objectifs. Respectez aussi ce pourquoi vous allez faire certaines choses, même si je sais que parfois, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous influencer dans nos passages à l'action. Faites-vous toujours la question de est-ce que c'est réellement fait pour moi? Est-ce que c'est réellement ce que je veux? Si la réponse est non, alors ne le faites pas. Si la réponse est oui, alors faites-le. Et surtout, n'oubliez pas de rêver. Top. Merci beaucoup, Marine. Avec grand plaisir.